Bonjour tous, bienvenue à Planète Info TV. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet ou d'une thématique assez chaude. C'est la thématique de qui choisir, donc entre les États-Unis et sa suite des pays tels que la France, l'Angleterre ou le Royaume-Uni, la Belgique et tout ça, l'Allemagne, ou aller du côté de la Russie, qui aujourd'hui, comme on est dans un monde multipolaire, qui est ensemble avec la Chine. hein. Et après eux, vous avez bien sûr des pays comme la Turquie, l'Iran, et ainsi de suite. Chers Africains, chers amis africains, moi j'ai toujours dit ceci, un peuple à courte mémoire, hein, ne fera que continuer à souffrir dans sa vie. Donc quelqu'un qui n'a pas l'esprit analytique d'analyser les choses, de les comprendre et de les filtrer tels que. Tout d'abord, commencer par se poser la question, pourquoi je souffre? Pourquoi suis-je dans la situation dans laquelle je me trouve aujourd'hui? Vous voyez, ce sont des questions fondamentales qu'il faut se poser tout d'abord pour essayer de comprendre la géopolitique mondiale, la géostratégie mondiale et comment les enjeux se présentent. Toutes ces choses-là, il faut mettre ça sur la balance et essayer de comprendre pourquoi tu es là où tu es. Maintenant, après t'avoir posé cette question, la deuxième étape maintenant, c'est l'étape de la solution. Que dois-je faire pour sortir de cette situation, sortir de cette précarité, de cette galère? Moi, je crois que ce sont les deux étapes les plus importantes dans la vie de tout humain. Donc, c'est la question de se poser pourquoi et après comment. Donc, vous avez le pourquoi en premier lieu et en deuxième lieu, vous avez les comment. Alors, quand je reviens aux pays africains, la plupart des pays africains, après les indépendances, la plupart sont allés de quel côté? Ils sont allés du côté de l'Occident, donc les États-Unis avec ses alliés de tout le temps. Ces pays qui nous racontent matin, midi et soir que nous voilà, ils partagent de valeurs universelles, et puis des valeurs communes donc entre eux, et que leurs valeurs d'ailleurs, quand ils disent valeurs universelles, non, ce qui veut dire que leurs valeurs, c'est ce qu'ils considèrent comme étant des valeurs universelles, alors qu'ils savent qu'en matière de valeurs, presque chaque continent, et même pas chaque continent, mais dans la plupart, disons, de grands pays, ils ont des valeurs qui se diffèrent des autres. Vous voyez, sans parler des continents. Alors quand l'Européen essaie de faire comprendre aux gens que non, voilà, il y a des valeurs universelles, telles que la démocratie, telles que, disons, les formations politiques, des choses comme ça, non, c'est pas vrai. Vous voyez, parce que ce qui est démocratique au niveau occidental peut ne pas l'être en Afrique, en Asie ou en Océanie. Vous voyez? Et vous aviez en Afrique des systèmes, disons, qui étaient basés sur la royauté. Vous aviez des rois, des reines, des choses comme ça. On ne peut pas dire que c'était des systèmes universels. Non, il y avait toujours de différences. Il y a il y a eu des royaumes en Afrique. Aujourd'hui, on continue à avoir des royaumes au niveau de l'Europe. Mais au niveau de leur constitution, au niveau de faire les choses, on les appelle donc tout le royaume. Mais en réalité, euh, leur façon de diriger leur pays, leur façon de coopérer avec les différents partis politiques qu'on retrouve dans ce pays, c'est différent. Vous voyez, vous avez tout d'abord ce qu'on appelle par exemple les monarchies. C'est toujours dans la même lignée de royaume. Vous avez ce qu'on appelle les monarchies absolues, par exemple. Et c'est différent d'une monarchie. Ou ce qu'on appelle un monarque absolu, par exemple. On les a eus au niveau de l'Europe dans les années, disons, il y a 3 ou 4 siècles. C'est des gens qui pouvaient décider sur la mort
hein, donc de leurs valets, de leurs citoyens, et personne ne pouvait juger ou condamner l'acte, par exemple. Donc si un roi dit que non, monsieur tel doit être mis à mort parce que voilà, il a commis un tel acte, c'est ça un monarque absolu. Donc il a le droit de vie et de mort, tu vois un peu, sur ces sujets. Alors qu'un monarque normal, oui, il peut te détester. Hein, c'est comme dans ces années que nous sommes en train de vivre. Hein. On a connu en Afrique le président dans les années 60, 70 et 80. Il détenait le pouvoir absolu. Hein. Il pouvait tuer leurs opposants. Et quand il y avait des tentatives de coup d'État, il pouvait se débarrasser de leurs opposants facilement en le fusillant, en le faisant emprisonner pendant des années. Mais vous pouvez remarquer que ces histoires aujourd'hui, hein, donc, c'est comme si ça ralentit. Pourquoi? Parce que le monde est en train de changer. Alors, pour dire aux Européens que c'est que eux considèrent comme étant des valeurs universelles, en réalité, non. Elles ne le sont pas. Hein, elles ne le sont pas. Ça, c'est typiquement européen. Alors, quand ils essayent d'exporter ces genres d'idées en Afrique, c'est ça la difficulté. Et ça fait partie de ces difficultés que l'homme africain est en train de connaître aujourd'hui sur le plan politique. Vous voyez, alors quand nous avons des présidents comme Tshisekedi, un monsieur, hein, qu'on nous dit que nous voilà, il a passé, disons, la plupart de son temps en Belgique, c'est là apparemment où il a grandi, et que s'il était le fils d'un politicien aguerri, donc M. Tshisekedi, qui a été dans l'opposition en RDC pendant des années, moi je crois que Félix Tshisekedi était mieux placé que quiconque pour comprendre un peu cette stratégie, en fait, cette géopolitique mondiale, ou même la géostratégie mondiale, hein, savoir comment se positionner par rapport à tous ces pays. C'est pas seulement le fait d'avoir grandi en Belgique, hein, qui pousserait quelqu'un forcément à être pour la politique occidentale dans le monde. C'est là, selon le psychologue, trop souvent, c'est ce qui arrive, mais moi je crois que quand on rentre chez soi, en Afrique, hein, il faut essayer d'étudier un peu le contexte dans lequel vit ton pays, dans lequel vit ta population. Et essayer aussi de voir un peu ce qui se passe chez le voisin. Quand je parle de voisin, aujourd'hui on ne peut pas se voiler la face. Nous avons 3 pays en Afrique occidentale qui mènent les jeux actuellement. Hein, ce sont ces pays-là que j'appelle des pays catalyseurs en matière de politique de libération en Afrique. Vous voyez, ces 3 pays-là nous l'ont démontré que non, voilà, il y a moyen au fait, de s'échapper de ces jougs occidentales. Hein. Alors, disons, ok, rentrons, revenons à notre sujet qui est le sujet du jour. Quel choix aurait été le meilleur que Tshisekedi aurait pu faire entre l'Occident dirigé par les États-Unis et de l'autre côté la Russie, hein, donc c'est vrai qu'il s'est fait accompagner par la Chine et la Turquie. Et moi, je crois que sans mâcher les mots, le choix qui aurait été le meilleur choix, ça aurait été la Russie. Hein, la Chine et la Turquie. Pourquoi? Parce que ça, ce sont de puissances, hein, qui sont en train d'émerger. Même la Russie, malgré qu'elle soit égale, hein, donc aux États-Unis en matière disons, matière de trucs militaires, des choses comme ça, de formation comme on dit. Mais moi, je crois que ayant connu des difficultés dans les années 80-90, hein, en tout cas, je ne j'espère que j'ai raison de dire que la Russie continue toujours à émerger, hein, de ces côtés-là. Hein. Même la Chine aujourd'hui. C'est pourquoi certains analystes sont un peu sont plus prudents, hein, quand ils essaient d'analyser la force de frappe de la Chine. Est-elle comparable à celle des États-Unis? Très difficile. Certains analystes vous diront oui, mais la plupart vous diront encore non. La Chine est tellement loin, okay, derrière les États-Unis par exemple. Et c'est ce qu'on a tendance à dire à propos de la Russie, que non, voilà, non, mais il faut essayer de savoir combien de têtes nucléaires, par exemple, qu'a la Russie, hein, pour essayer de comprendre quand la Russie est mise sur le même niveau que les États-Unis. C'est ce qu'il faut essayer de comprendre, combien de têtes nucléaires possède un pays. Et il y a encore d'autres plein de choses à essayer de comprendre, mais la Russie peut être comparée aux États-Unis aujourd'hui, donc sur le plan de la force, hein, sur le plan donc la force de frappe. C'est presque pareil entre ces 2 pays. Maintenant, vous avez
ces pays avec qui la plupart des pays africains ont commencé à traiter avec, après les indépendances, donc disons les années 62, 63, 64, et jusque vers les années 90. Avant, hein, le démantèlement de ce qu'on a connu comme l'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques, hein, avant le déclin de ces pays-là ont continué à traiter avec les Européens. Mais non, faisons cette étude-là, mais essayez de comprendre qu'est-ce qui est arrivé à ces pays, qu'ont gagné ces pays en coopérant, en traitant avec ces pays occidentaux. Chers amis, je crois que la plupart d'entre vous, ainsi pas l'unanimité, vous allez être d'accord avec moi que ces pays n'ont rien gagné. Bien au contraire, la plupart de ces pays ont perdu. Perdu. Ok. Donc en matière économique, socio-économique, on a beaucoup reculé. Hein. Qu'est-ce qui est arrivé aux pays africains? Ces pays européens, avec les États-Unis en tête, se sont mis ensemble. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont fait tout d'abord? Ils nous ont créé les institutions de Bretton Woods, dans l'AMF, ou qu'on appelle le FMI, voilà, en français, le Fonds monétaire international, accompagné de sa banque en fait, mère, qui est la Banque mondiale, où il s'était rassuré, hein, qu'ils allaient tenir en tenaille, hein, tous ces pays africains-là qui émergeaient, et qu'à travers ces systèmes-là, ils allaient savoir comment endetter ces pays-là éternellement, comment les asphyxier politiquement, socialement, militairement, financièrement, donc sur tous les niveaux possibles. Et c'est ce qu'on a connu, hein. C'est ce qu'on a connu jusqu'à ce que aujourd'hui donc la Russie et la Chine commencent à émerger. Hein, vous voyez, en tant que de puissance militaire, de puissance financière, de puissance aussi qui pouvait maintenant se comparer aux États-Unis. Hein. Donc, pour dire que le bourreau de ces pays, hein, le bourreau de pays africains, pendant toutes ces années, sont les États-Unis, la France, la Belgique, l'Allemagne, la Hollande, toute cette suite-là, dans toute cette suite-là, l'Italie et tout ça, ce sont eux nos bourreaux. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui s'étaient mis d'accord, hein, avec ces institutions-là, et dans d'autres organes, que ce soit au niveau des Nations Unies, de l'UNICEF, de l'UNESCO, tout ce que vous voulez. Hein. Donc la liste est vraiment non exhaustive, hein, de toutes ces institutions internationales qui, hein, de face, font semblant d'être là, ok, pour aider les pays africains, vous voyez, à prendre leur envol, les aider dans le domaine culturel, les aider dans le domaine éducationnel, dans tous les domaines possibles. Mais en réalité, ce sont eux nos ennemis. Si on est aujourd'hui dans ce sous-développement, okay, dans lequel la plupart des pays africains, hein, se trouvent aujourd'hui, donc les auteurs de toutes ces souffrances-là, ce sont ces organes ici que je viens de vous citer. Et qui sont les patrons de ces organes? C'est bien sûr les pays occidentaux. Et est-ce que la Russie et la Chine sont-ils responsables? Pour autant, non. Je crois que le président russe, hein, l'a assez dit, c'est comme aussi la Chine. Hein, ces deux pays, ce que j'aime en ce qui me concerne, c'est qu'ils n'ont pas de velléité, hein, expansionniste, ils n'ont pas de velléité de domination. C'est vrai, domination, oui, mais expansionniste, non. Ils se limitent là où ils sont. Et quand vous signez des contrats, c'est ce que j'ai déjà entendu parler, hein, donc souvent les Congolais, leur politique, hein, voilà, essayer de critiquer la Chine. Vous voyez, ils essaient de se dédouaner eux-mêmes parce qu'il n'y a personne en Afrique qui a poussé les Africains pour aller signer des contrats avec la Chine. Non. Bien sûr que quand la Chine vient, hein, bon, elle ne vient pas en enfant de cœur, non. Hein, ils viennent, ils ont des agendas, hein, donc voilà, ils savent qu'ils doivent tout faire pour développer leur pays. C'est aussi aux Africains, hein, donc d'aller avec les mêmes intentions, d'aller avec le même état d'esprit pour se dire que non, voilà, si nous sommes ici, hein, c'est pour nos populations là où ils sont restés. Mais malheureusement,
La plupart des pays africains ne font pas ça comme ça. Vous voyez, on a vécu ça avec les Bongo, les Houphouët-Boigny, les Mobutu dans leur temps, hein, mais ceux qui les ont remplacés n'ont fait que copier ce qu'eux faisaient. Aujourd'hui, on a les Oligui Nguema au niveau du Gabon. Pensez-vous que ce monsieur est là vraiment pour la population? Hein, le Mamadi Doumbouya au niveau de la Guinée-Conakry. Hein, quelqu'un qui essaie de flouer tout le monde alors que on a fini par comprendre que non, il n'est pas là pour la Guinée. Vous voyez alors qui condamner? Ce sont des gens pareils, c'est pareil avec Tshisekedi au niveau de la République démocratique du Congo. Non, nous suivons tous la politique africaine. Ce monsieur a développé, ou disons même si lui n'a pas développé, mais il encourage un système de pillage de son pays. Vous voyez, il a créé ce qu'on appelle au Congo, apparemment ça se trouvait depuis avant, hein, ce qu'on appelle l'UGF, hein, l'Inspection Générale de Finances. Bon, mais d'après les dernières nouvelles, c'est que le président hein, donc, de cette institution a essayé à plusieurs reprises, par exemple, hein, de faire appel au pouvoir du président Tshisekedi pour essayer de mettre en exécution hein, le demande, par exemple, ou le dossier qui lui faisait rentrer au niveau de la justice au Congo pour condamner les gens qui volent, donc, qui volent de millions, des milliers de dollars. Et une autre chose à rappeler aux Africains, c'est que au Congo, c'est un cas unique. Hein, et donc, c'est vraiment atypique au Congo. Les gens ne volent que des millions et des milliards. Vous voyez, donc en RDC, c'est très difficile hein, qu'on arrête quelqu'un parce qu'il a volé 100 000, 200 000 dollars. Non, ça c'est rien. Hein, ou 30 000 dollars ou 40 000 dollars. Non, non, ça c'est rien. Vous voyez, bon, bien d'après nos amis congolais, on nous dit que nous voilà, on arrête des petits voleurs, des petits, vous voyez un peu de petits escrocs. C'est eux qui remplissent leur prison centrale au niveau de Kinshasa, alors que tous ces escrocs, hein, au col blanc, eux, ils sont privilégiés. Ils volent et apparemment c'est le gens tout autour de Tshisekedi qui se partagent hein, donc ce butin avec ces voleurs. Et même Tshisekedi est cité dans certaines choses. Vous voyez. Alors, qui est accusé dans ces cas ici? Je comprends là où les Africains ont des doutes de foi, mais et c'est là où hein, ils ont la mémoire courte, comme j'ai dit. Ils n'ont même pas le temps de faire des analyses et se dire, mais qui nous a poussé à arriver à cette situation ici? Vous voyez, nous traitons avec les Occidentaux. En face de nous, ils font semblant. Vous voyez, ils vous diront non, nous, on ne va pas vous donner de l'aide avant qu'on ne vous donne notre aide. Donc, il va falloir remettre un peu de l'ordre. Hein. Vous voyez un peu dans votre politique interne. Il va falloir libérer les opposants. Il faut qu'il y ait la liberté d'expression et des choses comme ça. Et franchement, les gens se laissent attraper par ces petits trucs-là en se disant « Ah ouais, vous savez, l'homme occidental est comme ça. » Non, mais il faut regarder le fond. Ça, ce n'est que la forme. Vous voyez, en diplomatie, ça, ce n'est que la forme. Vous voyez, c'est comme le cas du Rwanda. Quand il nous disait, il y a 3, 4, 5, 6 ans, savez-vous combien de résolutions avaient été prises au niveau des Nations Unies contre le Rwanda hein? Et j'ai vu des blogueurs ou des chroniqueurs congolais dire que non, voilà, là, les Rwandais est puni, ceci, c'est là. Non, ça, c'est la forme. Vous voyez, on vous dit, oui, on n'est pas d'accord avec le Rwanda, on va faire ceci, c'est là, mais dans le fond, ils ne font absolument rien. Et c'est ça l'homme occidental. Et si nous sommes là où nous sommes aujourd'hui, les Africains, je vous dirais, 60 à 70%, oui, la faute est à l'Occident. 20 à 30%, la faute revient à nous, les Africains. Ouais, parce que quelque part, qu'on se le dise, on est trop gourmands. Les Africains, on est gourmands. Oui, vous voyez. Comme je le dis, si vous regardez ces monarchies dans le Golfe, dans ces royaumes dans le Golfe, donc vous avez l'Oman, le Koweït, l'Arabie Saoudite, et aussi tant de petits pays là, vous voyez, le Qatar, le Bahreïn, qui aujourd'hui commencent même à dicter les Occidentaux.
Hein, il leur dicte dans quel sens? Dans le sens du business, dans le sens de la finance. Parce que les gens actuellement, ces gens-là, la plupart de ces monarchies-là, ils ont tellement de l'argent. Ok, donc après la Chine, c'est presque ce pays. Donc vous avez la Chine, bien sûr, la Russie qui s'en vient aussi, l'Inde qui s'en vient, mais en termes de finances, ok, en termes de familles qui ont hein, donc qui détiennent vraiment de richesses, c'est ces pays-là. Dans ces monarchies du Golfe, vous allez le trouver. Alors il faut voir combien les Européens, les Américains courent derrière ce gens-là pour qu'ils aillent investir chez eux. Et c'est pourquoi vous avez toutes ces équipes de football hein, que vous voyez aujourd'hui. Hein, sur leur maillot, par exemple, Qatar Airways, hein, vous avez Fly, je ne sais pas, Emirates, et tout ça, voilà. Hein. Vous avez ce qu'on appelle la City à Londres. Hein. City à Londres, c'est leur quartier financier. Hein. Et City à Londres, c'est fut vraiment, disons, je dirais, les QG des finances mondiales. Hein, oubliez les Wall Street au niveau des États-Unis. Donc Syriza dominait vraiment le monde, donc c'est là où la plupart des décisions se prenaient, bien sûr en accord avec Wall Street aux États-Unis. Vous voyez, mais la plupart hein, de ces monarques-là, hein, du Golfe, c'est là où ils vont faire leurs affaires. Et c'est pourquoi hein, vous voyez les noms des stades qui changent, même au niveau de l'Angleterre, Etihad Stadium. Donc ça, vous comprenez, c'est des noms arabes. Hein, vous voyez le Paris Saint-Germain aujourd'hui, occupé par qui? Nous le savons tous. Hein, et la plupart des grandes compagnies financières au niveau de l'Europe, les gens qui les financent, c'est ces gens-là. Vous voyez, pourtant, dans les années 60, la plupart de ces pays étaient dans la même situation, hein, donc euh, avec les pays africains. Mais vu que, avec les années, ils ont développé, je crois aussi à travers leur religion, ça on doit le reconnaître. L'islam a joué un grand rôle, vous voyez, dans le départ, dans l'envol, hein, donc qu'on puisse prendre rapidement ces pays-là. Donc il y a cet esprit-là de partage. Cet esprit-là de ne pas chercher à voir son voisin manquer, alors que dans le christianisme aussi, ça c'est à condamner. Nous, on a grandi avec cette philosophie occidentale-là, où donc c'est l'individualisme presque. Vous voyez. Alors si vous ajoutez le goût, hein, donc de pas d'être avare, hein, donc de pas chercher à partager avec son cousin, son neveu. Vous voyez, la plupart des Africains, on est comme ça. On vous dira, lui c'est mon neveu, je ferai ça et ça pour lui. Non, mais tu vas voir un oncle hein, qui est bourré de millions de dollars et qui refuse. Hein. Il ne va pas refuser devant tout le monde. Mais voilà, il sait que non, je ne vais rien faire pour ma nièce ou mon neveu ou des choses comme ça. Et créer une compagnie où, au lieu de chercher à ce que ce soit de gens capables, hein, donc des intelligences qui travaillent pour lui, non, lui, il va préférer y mettre le fils de sa sœur, vous voyez un peu, je ne sais pas, le mari hein, donc de sa tante, les choses comme ça. Alors vous allez trouver que dans la plupart de sociétés en Afrique, bon, c'est presque des bourriques, hein. C'est presque de bourrique. Donc la méritocratie est rejetée souvent en Afrique. Vous voyez, sur base de quoi? Sur la base de... Hein, non, voilà, je dois aider ma famille, ou je dois aider ma tribu, ou je dois aider ma région, là où d'où je viens, des choses comme ça. Et tout ça, ça tue l'Afrique. Vous voyez, alors pour le président congolais, voilà encore l'une des choses hein, qu'on lui accuse. C'est le tribalisme, d'appliquer trop le tribalisme au niveau de la politique, donc au niveau du Congo. On a appris même dernièrement, quand M23 a pris Goma, apparemment, disons, la majorité des troupes qui étaient là venaient de sa tribu. Vous voyez, et ce qui a poussé certains des soldats donc, qui sont d'autres tribus congolaises, de ne pas vraiment se battre comme il le fallait. Vous voyez, plein de choses. Mais ça, je le dis avec de pincettes. Mais voilà ce qui nous a été dit, ce qui nous a été raconté. Mais le président Tshisekedi, blague à part, c'est quelqu'un qui commet beaucoup d'erreurs. Et deux fois, vous vous posez des questions. Hein. J'ai eu des rapports, j'ai fait des recherches sur sa présidence, la façon de faire libérer hein, donc, les voleurs au col blanc, les gens qui volent, comme je l'ai dit tantôt, de millions de dollars. Vous imaginez quelqu'un qui vole 40 millions de dollars, 100 millions de dollars. Vous avez c'est un ex-ministre du nom de Nicolas Kazadi.
hein, la totalité de son vol, hein, les gens ont fait la totalité, c'est que ce gars a volé, ça revient à 1,5 milliard de dollars. Est-ce que vous vous rendez compte? Quelqu'un qui vole 1,5 milliard de dollars. Chers amis, juste pour vous rappeler que un petit pays comme le Rwanda, euh, donc ils ont, j'allais parler du budget du Rwanda, hein. Voilà, le budget annuel du Rwanda, c'est 4 milliards de dollars. Alors, si une seule personne, hein, donc, parvenait à voler 1,5 milliard de dollars, et ces gars-là est de retour au Congo, et il est libre. Vous voyez, il avait été, la permission lui avait été donnée de quitter le Congo pour aller se faire soigner en France, si je ne m'abuse. Et après, il est revenu de la France, et voilà, il a fait des interviews sur France 24, hein, où franchement, les gars, désolé, hein, c'est taper les épaules pour dire que non, voilà, moi je fais ça, je fais ça, je fais ça, au moment où tout ce qu'il racontait sur France 24, c'est presque de mensonges. Vous voyez, et je trouve cela ahurissant de voir quelqu'un comme Tshisekedi, qui a évolué en Belgique, laisser faire toutes ces choses-là. Vous avez le cas de son ministre, qui est actuellement le président de l'Assemblée au niveau du Congo, Vital Kamerhe. On a tous connu, hein, dans ces déboires le problème qu'il a connu avec la justice congolaise, hein, il y a 5 ou 6 ans, hein, je ne me rappelle plus bien. Et par après, ouais, c'est bien, il a été libéré, mais prendre un monsieur comme ça et lui remettre dans le gouvernement et défendre comme on veut défendre, ça, c'est franchement aller contre l'éthique. Hein, c'est contre l'éthique professionnelle et l'éthique morale. Hein, toutes sortes d'éthiques que vous voulez, ça c'est vraiment contre l'éthique. Mais apparemment, Tshisekedi a excellé dans ça. Hein. Les infiltrations dont on nous parlait au niveau du Congo, on a posé des questions aux experts militaires, mais on vous dit non, dans un pays sérieux, on peut former l'armée dans 2 ans. Et vous avez une très bonne armée. Donc, ce ne sont pas des choses qui prennent du temps, comme on essaie de nous raconter dans l'entourage de Félix Tshisekedi, que non, voilà, ça prend... Non, il a négligé, et c'est pourquoi les Congos se trouvent là où ils se retrouvent aujourd'hui. Hein. Mais bref, moi, je vais donner mon opinion ici. Je crois que le meilleur choix aurait été de choisir un pays comme la Russie. Vous voyez, parce qu'avec ce qui se passe au Sahel, on a vu avec le pays de l'AES comment la Russie, et même avec son voisin, la RCA, la République centrafricaine, là où se trouvent les Russes. Vous voyez, Macron a essayé de tout faire il y a 5-6 ans, mais il a échoué. Hein, et la République centrafricaine, qui fut un pays martyr, hein, un pays qui était à la merci de la France pendant des années, mais aujourd'hui c'est un pays quand même qui commence à respirer. Vous voyez, qui commence à redevenir un pays dans le vrai sens du mot. Hein. Alors, Tshisekedi, ces trucs-là de prendre, hein, de brader franchement les minerais de son pays et les donner aux Américains, ces gars se trompent, les gars. Ils se trompent. Vous voyez, parce que... en fait, un serpent venimeux va rester toujours un serpent venimeux. Et moi, je considère que l'Occident, ils n'ont jamais appris. L'histoire n'a leur jamais appris quoi que ce soit. C'est des gens qui se disent intelligents, qui se disent qu'ils ont droit à tout. Vous voyez, mais on va voir l'avenir. Hein. Donc, je crois que l'avenir va nous donner raison. Le président Tshisekedi risque de se retrouver seul, comme c'est le cas actuellement, parce qu'il pense qu'en bradant, vous voyez, ces minerais-là aux États-Unis, les États-Unis vont lui assurer la sécurité et les maintenir de son pouvoir, en fait, le maintenir au pouvoir. Mais je crois qu'il se trompe. Il se trompe. Parce que les pays occidentaux n'ont jamais aidé qui que ce soit. Et c'est pourquoi quand je revenais, hein, donc vers les années post-indépendance, les années 61, 62, 63, et jusque dans les années 90, cherchez, chers amis africains, dites-moi où est-ce que vous avez vu ce genre-là construire un grand hôpital, construire une bonne école, construire une route, construire deux ports, tout ce qui peut vous faire de développer l'Afrique. Ils ne l'ont jamais fait, que ce soit dans des pays francophones qui ont été colonisés par la France, ou dans des pays anglo-francophones qui ont été colonisés par la Belgique, hein, tels que la RDC, le Rwanda et le Burundi. Nulle part. Vous voyez, ce ne sont que de promesses. Hein. On est toujours là, donc voilà. Au niveau de l'OIUA, n'en partons même pas, qui est devenu l'UA, l'Union africaine. Vous voyez, qui est financé à 60% par ces pays.
hein, dans les pays occidentaux, et qui, comme vous le remarquez, c'est pourquoi cet organe-là ne fait absolument rien. L'Union africaine n'a rien fait pour le pays africain jusque-là. Vous voyez, donne-moi un exemple. Donc, partout où il y a des troubles, l'Union africaine doit aller chercher, vous voyez, de l'aide auprès de l'Union européenne ou de l'Union ou au niveau des Nations Unies pour qu'il y ait solution. Vous voyez, donc c'est vraiment une coquille vide de l'Union africaine qui ne fait rien. Pourquoi? Parce que oui, vous devez comprendre, c'était comme la CEDEAO. Avant le départ de ce pays de l'AES, le pays de l'Association des États du Sahel, on ne savait pas c'était quoi la CEDEAO. Mais je crois qu'il y a 2 ans, on a fini par comprendre c'était quoi la CEDEAO et pour qui elle roulait. Vous voyez, on a compris qu'elle roulait pour l'Occident. C'est pareil pour l'Union africaine. Vous voyez, et ne roule que pour l'Occident. Et c'est pourquoi, vous voyez, même au niveau de la RDC, il n'y a jamais eu de solution jusque-là. Il n'y a jamais eu de solution. Parce qu'au niveau de l'Union africaine, il n'y a rien qui se décide là-bas. C'est des gens qui vont seulement prendre du champagne et discuter, mais chacun a son agenda. Vous voyez, il essaie d'appliquer l'agenda qui lui est imposé par son patron, soit Macron, soit le Premier ministre britannique, soit le président américain. C'est comme ça qu'ils font fonctionner les choses. Pour dire que toutes ces choses-là, tous ces machins-là ne servent donc à rien aux pays africains. Et qu'on demande à la jeunesse montante africaine, hein, donc le nouveau panafricaniste, d'essayer de penser à cela et voir comment peut-être changer les choses dans l'avenir. Mais quant au président Tshisekedi, je me limite ici. Attendons voir ce que l'avenir nous réserve. Mais, cher Félix Tshisekedi, je crois que tu t'es trompé des choix. Voyons voir. Alors, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de commenter. Et à la prochaine. Bye.